Et salut mon mulot, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une FAQ, une foire aux questions. Voilà, ça m'a été demandé il y a pas mal de temps et on avait déjà fait un live sur Twitch pour pouvoir avoir des questions et y répondre aujourd'hui. Alors, on va commencer avec des questions sur le rétro gaming, ensuite des questions sur l'émulation, ensuite sur les chaînes, donc les chaînes Twitch, YouTube, et on finira par des choses un peu plus personnelles. En première question, concernant le rétro gaming, le parcours des consoles. Donc moi, j'ai débuté avec une Nintendo NES. J'ai ensuite eu une Game Boy, ensuite une Amiga CD 32 bits, une Nintendo 64, une Game Boy Advance, une GameCube, qui est, je le rappelle, la meilleure console, une DS, une Wii, une PS2, mais pas longtemps, puisque la PS2, en fait, elle était avec une ex, et donc elle est repartie avec, une Xbox 360, une 2DS, une New 2DS XL, une Switch. Et aujourd'hui, grâce à l'émulation, ça m'a permis de découvrir des consoles que je n'avais pas pu avoir à l'époque. Et ça, c'est très important, comme quoi l'émulation n'est pas tueuse de réel hardware, puisque moi, ça m'a permis d'acheter donc une Dreamcast, une PS1, plusieurs PSP, une PS Vita, une Game Boy Color, une DSi, et ensuite j'ai toutes les consoles mini, PS1 mini, SNES mini, NES mini, Mega Drive mini, pour le moment. Voilà. En deuxième question, on m'avait demandé mon jeu rétro gaming préféré. Donc là, je dois vous le dire, pour moi, c'est Zelda Wind Waker. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'encore aujourd'hui, il a très bien vieilli. Il avait été critiqué, alors que moi, j'adorais déjà la technologie cel shading à l'époque. J'ai adoré refaire les Jet Set Radio par exemple, qui utilisent la même technologie, et je trouve que le cel shading vieillit très très bien. Moi j'adore quand Link est petit dans les Zelda, donc là on est vraiment dans l'enfance et on a des vraies aventures. Il y avait toute la possibilité de visiter et de naviguer à travers les mers, et ça m'avait vraiment plu à l'époque. La troisième question, c'était de savoir si je préférais Nintendo ou Sega. Là, ça va être très rapide, puisque je pense que, au vu de la liste de mes consoles, vous savez que j'adore Nintendo. Ensuite, c'est pas pour critiquer Sega. Sega ont fait des très belles consoles. C'est juste que à l'époque, bah voilà, moi j'étais très ancré Nintendo. J'avais des potes qui eux étaient très ancrés Sega, et du coup ça nous permettait d'échanger. C'est-à-dire que j'ai quand même joué à Master System, j'ai quand même joué à la Mega Drive, j'ai quand même joué à la Saturn, malheureusement pas à la Dreamcast, puisque personne de mon entourage l'avait, mais j'ai quand même vécu des années avec des Sega. Bah voilà, moi je me retrouvais plus dans l'esprit Nintendo. J'adore leur ingéniosité à faire des produits pas trop chers, à utiliser la façon du gameplay et à la modifier au cours des années. Et je pense que Nintendo a très bien compris ça, et c'est aussi aujourd'hui comme ça qu'ils s'en sortent, c'est-à-dire qu'ils sont très rentables, et en plus, ils permettent des nouvelles expériences de gameplay. Et pour moi, le gameplay fait bien 50, 60, voire 70% d'un jeu, et ça, j'aimerais que beaucoup d'éditeurs, même actuels, reviennent à ça, à mettre le gameplay en avant dans les jeux, puisque pour moi, c'est très important, et je pense que je ne suis pas le seul. On m'avait demandé aussi mon pire jeu rétro gaming. Donc là, même chose, ça va être un Zelda. Et peut-être vous savez lequel, puisque ça va être Zelda 2. Ça va être Zelda 2, pour moi, sur NES. J'ai un pote qui avait eu Zelda 1, qui était vraiment extraordinaire pour l'époque. C'était une première ouverture sur le monde ouvert. C'était une aventure extraordinaire. Et on arrive avec Zelda 2, et ces difficultés qui sont d'un autre niveau. Voilà. Il y avait des parties en 2D qui n'étaient pas folichonnes également. Donc pour moi, ouais, très grosse déception. Je pense que c'est la plus grosse déception que j'ai eue d'un jeu. C'était Zelda 2 sur NES. Ensuite, on m'a demandé si j'allais faire des vidéos sur la PS3, sur la Xbox 360, voire sur la Switch. Alors, pour vous répondre, sur la Switch, je ne pense pas, hormis des vidéos de démonstration, mais je ne montrerai pas comment hacker une Switch, comment utiliser des émulateurs Switch, parce que j'estime qu'aujourd'hui c'est une console qui est vendue, et donc il faut respecter Nintendo. Donc je vous ferai pas de vidéo par rapport à ça. En revanche, sur la PS3 et la Xbox 360, c'est deux consoles qui ont été maintenant abandonnées officiellement, et donc on a des choses à faire. L'émulation progresse plutôt bien pour ces deux consoles, donc je pense qu'à terme je vous ferai des vidéos par rapport à ça. Ensuite, on arrive sur les questions émulation. Donc il y avait plusieurs questions qui m'ont été posées. Je vais essayer d'y répondre de manière succincte. Après, si jamais vous avez des questions techniques concernant l'émulation, allez sur le Discord. Donc vous pouvez aller sur le Discord
discord.me/émule-moi et vous trouverez toute une communauté. On est bientôt 800 membres donc pour vous aider. Donc on m'a demandé notamment par rapport à Retrobat comment configurer correctement sa manette. Donc normalement, si vous avez la dernière version que j'ai mis en ligne, vous pouvez mettre des configs automatiques partout, c'est-à-dire dans RetroArch, tout ce qui utilise RetroArch, donc on va dire quasiment toutes les consoles jusqu'à 16 voire 32 bits, vous avez une configuration automatique. Si vous avez une manette type Xbox, ça va aller tout seul. Si vous avez une manette type PlayStation, il faudra télécharger un logiciel qui s'appelle DS4 Windows, donc DS4 Win, en fait, généralement on l'abrève comme ça, qui va permettre d'émuler également votre manette PlayStation en manette Xbox. Et donc, même chose, elle sera reconnue nativement comme une Xbox 360 et ça ira beaucoup plus facilement. Ou bien également la mapper dans le menu général. Voilà. Donc ça, vous savez faire. Vous appuyez sur Start, vous allez dans Configuration des manettes et vous mappez directement votre manette. Même chose, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à aller sur Discord. Concernant l'émulation, on m'a demandé également si j'étais pour l'émulation, mais depuis des cartouches, par exemple avec des Everdrive ou des linkers, etc. Donc moi, bien sûr, j'utilise des linkers. J'ai des linkers GBA, j'ai des linkers DS, j'ai des linkers 3DS. Et je pense que là, mes prochaines acquisitions vont être une Nintendo 64 et une Super NES. Je pense que je mettrai des Everdrive dessus. Ça va pas m'empêcher d'acheter malgré tout certains jeux en édition physique parce que je les aime et que j'ai envie de les posséder. On m'a également demandé comment j'étais venu à l'émulation et ça c'était une très bonne question puisque peut-être vous vous dites cette personne elle est là, elle nous parle d'émulation mais depuis quand il connaît ça, pourquoi il est venu à ça, etc. Donc moi, faut savoir que j'émule depuis la Super Nintendo. En fait, moi j'ai pas eu la Super Nintendo, comme je vous ai dit, en fait j'avais la NES, j'ai eu une Game Boy et ensuite je suis passé directement à l'Amiga CD 32 bits qui était une console qui permettait de lire des CD et moi ça m'intéressait à l'époque. Bon, niveau jeu, j'ai été très déçu, mais en tout cas, je voulais une console CD. Elle était sortie avant la PlayStation. Et donc, j'ai des potes qui avaient la SNES, j'allais y jouer chez eux régulièrement, mais moi, je voulais y jouer depuis mon PC. J'avais la chance d'avoir un PC à disposition à la maison, et donc, j'ai commencé avec SNES 9X dès très jeune. Je pense que c'était dans les années, je dirais, 95, peut-être même un petit peu avant, donc je devais avoir 13 ans, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai eu l'Amiga CD32, comme je vous ai expliqué, et donc j'ai pas mal de potes qui avaient la PlayStation 1. Et moi, je pouvais pas y jouer non plus chez moi, j'y jouais chez eux, il n'y a pas de souci, j'ai découvert les jeux PlayStation 1, les Resident Evil, les Ridge Racer Revolution, les Wipeout, etc., etc. Il n'y a pas de souci, j'ai baigné dedans, j'ai pu les découvrir chez des potes. Mais il y a certains jeux comme Gran Turismo qui me plaisaient tellement que je voulais pouvoir y jouer. Et même chose, j'ai découvert Blim très tôt, et Blim permettait à l'époque de jouer sur ordinateur avec des CD directement dans le lecteur CD de l'ordinateur, mais en mettant des CD de jeux PlayStation 1. Ça marchait pas très bien, mais en tout cas, ça me permettait de découvrir cet univers. Donc en fait, avec le temps, ça m'a un peu passé l'univers du jeu vidéo. Et en fait, j'avais des métiers qui étaient très prenants, qui demandaient beaucoup d'implication. Ensuite, j'ai eu mon fils il y a 10 ans, puisqu'il va avoir 10 ans cette année. Et donc, voilà, on va dire que je suis tombé un petit peu dans une routine, et donc je jouais plus vraiment. Et même mon PC était démodé et j'y faisais plus forcément attention. Et quelques années plus tard, je me suis remis à jouer sur PC. Et quand est arrivé le confinement, je me suis dit, punaise, faudrait que je retrouve tous ces émulateurs, etc. et voir si ça a changé. Et en fait, j'ai pas trouvé vraiment de grosses informations sur la scène française, notamment sur YouTube, qui parlait d'émulation. Et pareil sur Twitch, ça en parlait pas beaucoup. Et le rétro gaming, il y en avait, mais pas tant que ça. Donc on m'a parlé de Twitch, j'y suis allé. Je suis resté, je crois, une semaine à regarder un petit peu les gens. Je connaissais pas Twitch du tout et je me suis lancé. Un mois après, j'étais déjà affilié, même 15 jours après, j'étais affilié. Et un mois après, Zepae, qui est un gros YouTuber, faisait mon analyse de chaîne Twitch et m'a dit « Tu devrais te lancer sur YouTube » par rapport à ce que j'avais déjà vu moi également, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Et donc, j'ai lancé mon YouTube dans la foulée. Ensuite, on m'a demandé
si Recalbox était une bonne idée pour installer sur un Raspberry Pi et comment insérer des jeux. Donc en fait, moi, je vous conseille de prendre un Raspberry Pi 4 ou Pi 400. En ce moment, vous allez peut-être plus facilement trouver des Pi 400. Je vous déconseille le Pi 0, sincèrement, sauf si c'est pour en faire une console nomade. Sinon, il y a peu d'intérêt. Je pense que le Pi 0 est trop faible. Et après, bien sûr, le front-end Recalbox marche très bien. Il y a également Bateau de Serra qui est disponible sur Pi et bien d'autres. Mais moi, je trouve que Recalbox a beaucoup progressé. Et je pense qu'il y a un gros intérêt à mettre, par exemple, un Recalbox ou une Recalbox, vous l'appelez comme vous voulez, sur un Pi 4 ou un Pi 400. Et pour ajouter les jeux, tout simplement, comme Retrobat ou autre, hein, c'est dans le dossier ROM. Donc vous avez, quand vous créez en fait votre partition pour Recalbox, vous avez un dossier qui s'appelle Share, et dedans vous avez ROM, et c'est là-dedans que vous allez placer vos ROM, tout simplement. Et ce dossier est lisible par un ordinateur sous Windows. Il y a d'autres dossiers qui sont cachés parce que c'est des partitions Linux, donc là il vous faut un logiciel à part, mais ces dossiers ROM, eux, sont lisibles, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a eu beaucoup de questions sur les chaînes. Et notamment la première question de pourquoi j'ai choisi ce pseudo. Donc en fait, moi, je voulais un pseudo qui soit disponible sur tous les réseaux. En fait, j'avais regardé quasiment sur tous les réseaux. J'avais pas regardé YouTube. Malheureusement, il y avait quelqu'un qui s'appelait Emule espace moi, qui était déjà présent. Mais j'avais regardé les noms de domaine. J'avais regardé... voilà, il fallait que ça soit reconnaissable, qu'on entende que ça parle d'émulation, que ça parle rétro gaming. Et je voulais que ça soit reconnaissable, surtout en France. Et le côté émule-moi, il y avait aussi le côté un petit peu, vous savez, avec Le Petit Prince, dessine-moi un mouton. Et là, c'était émule-moi, voilà, pour créer de l'émulation, créer du bonheur. Donc, je trouvais que ça allait bien ensemble. Donc, pourquoi s'être lancé sur Twitch? Alors, pourquoi s'être lancé sur Twitch? C'est ce que je vous ai expliqué. Je connaissais pas du tout la plateforme il y a 2 ans. Moi, je voulais trouver comment améliorer l'image que j'avais de moi, puisque j'ai subi une grosse perte de poids à l'époque. Et une connaissance m'a parlé de Twitch. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Je me suis inscrit le 2 mai 2020, en fait, sur Twitch. J'ai regardé 2-3 streamers rétro, dont MaxMoon24, qui est un streamer rétro gaming et qui fait notamment de la Dreamcast, et qui m'a dit, en vrai, tu devrais te lancer pour tester ce que j'ai fait. Donc, je crois que 15 jours après, je lançais mon premier live. Ça devait être le 26 mai et j'étais affilié le 3 juin. Donc, vous voyez, une semaine après, j'étais affilié. Et voilà. On m'a posé aussi pourquoi m'être lancé sur YouTube. Et même chose, c'est ce que je vous ai dit. J'avais déjà Twitch. Zepae a analysé ma chaîne le 11 juin, c'était. Et suite à ça, il m'a conseillé d'ouvrir une chaîne YouTube dédiée à l'émulation, car il y avait peu de monde qui était dans ce domaine. Ce que j'ai fait. Et donc, voilà, moi je suis très content. Et encore, merci à vous de me suivre sur ces différents réseaux parce que, voilà, ça m'apporte de la force. Et aujourd'hui, je suis dédié à 100% là-dedans. On m'avait demandé également la réaction que j'ai eue quand j'ai eu mes premiers abonnements, que ce soit Twitch ou YouTube, et quand j'ai eu le partenariat YouTube. Donc, en fait, moi j'avais distingué les deux parce que pour Twitch, en fait, les abonnements sont payants. Et la première fois, c'est vrai que c'est assez troublant de voir quelqu'un qui paie parce qu'il apprécie ce que vous faites. Et voilà, c'était vraiment assez troublant les premiers abonnements que j'ai eus sur Twitch, je dois vous l'avouer. Après, pour YouTube, c'était différent parce que les abonnements, en fait, sont gratuits et c'est la pub qui nous rémunère. Par contre, arriver à 1000 abonnés et quand j'ai pu avoir la monétisation pour les pubs et être partenaire YouTube, ça fait quand même quelque chose. Donc voilà, et aujourd'hui ça grandit, ça continue de grandir, et encore merci à vous. D'ailleurs, j'en profite, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit j'aime, parce que ça fait plaisir et ça permet à la chaîne d'avoir une bonne visibilité. Voilà. Ensuite, on m'a demandé s'il y avait des différences en termes de public et en termes de relations de travail entre Twitch et YouTube. Alors moi, j'ai mis que je me suis dit que le public de YouTube est plus varié. C'est-à-dire que j'ai des gens qui viennent du monde entier, j'ai des gens qui viennent du Pérou, j'ai des gens qui viennent du Brésil. Il y a vraiment de tout âge. J'ai des très jeunes qui me contactent également pour me dire qu'ils ont aimé mes vidéos et qu'ils veulent découvrir justement les vieilles consoles. Et je trouve ça vraiment génial. Pour les lives, par contre, j'ai testé 2 fois des lives sur YouTube et j'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout l'interface, j'ai pas aimé la communauté. Donc
Donc ouais, ça a été plus compliqué. Après, en termes de travail, je trouve que ça demande beaucoup plus d'investissement. C'est-à-dire que pour faire une vidéo YouTube comme celle-là, une vidéo YouTube de 10, 15, 20 minutes, c'est entre 9 et 12 heures de travail. Donc c'est assez conséquent en termes de travail. Et ça demande, ouais, ça demande beaucoup d'investissement. Ça demande vraiment beaucoup d'investissement. Twitch, ça semble plus facile d'accès. Et je pense que ça l'est. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est l'interactivité. Il y a une grosse interactivité. Twitch a bien compris ça. Il y a aussi tous les micro-dons, les choses comme ça qui permettent d'animer un chat. Et je pense que c'est plus facile d'entrer dans le tout. Donc, faut savoir que malgré tout, moi, par mois, en live, je passe environ 80-90 heures par mois de travail pour donc, les lives, mais aussi la préparation en amont. Donc, c'est pas anodin. C'est pas anodin puisque je dois faire à peu près 50-60 heures de live par mois. Et donc, il y a bien 20-30 heures où c'est vraiment de la préparation. On m'a demandé également comment je voyais l'avenir de mes chaînes. Donc, pour moi, j'avais un objectif cette année. C'était de maintenir mon objectif de 75 spectateurs. On est à peu près dans les clous. Et donc, de pouvoir demander un partenariat Twitch. J'ai fait une première demande qui n'a malheureusement pas été acceptée. Ils veulent voir sur le long terme si c'est validé. Donc, normalement, je pense que je referai une demande soit dans l'été, soit à la rentrée pour le partenariat Twitch et donc essayer de l'avoir pour cette année 2022. Et en nombre de followers, j'aimerais vraiment atteindre les 3000 followers cette année. On est à 2700, donc il ne nous reste pas grand-chose. Je pense que c'est envisageable. Et atteindre les 5000 en 2023. Pour YouTube, là, on va parler en termes de rémunération. J'aimerais obtenir plus de rémunération et donc pour cela, il faut que j'arrive à sortir plus de vidéos. Là, j'avais mon déménagement, vous voyez que j'ai un nouveau décor. Et donc, il faut vraiment que je me tienne à sortir une vidéo par semaine. YouTube est très exigeant là-dedans, mais c'est important. Et j'aimerais atteindre les 10 000 abonnés en 2022. Là, il y a un gros défi puisqu'on est à 6 000 aujourd'hui, un petit peu plus de 6 000. Mais voilà, on ne désespère pas, on va cravacher et on va y aller. La dernière chose que j'aimerais, c'est peut-être un sponsor assez régulier sur la chaîne ou sur les chaînes. Ça serait important. J'ai un partenariat avec Jeux.video pour Twitch, mais j'aimerais avoir quelque chose pour YouTube avec une rémunération derrière pour m'offrir un petit peu plus de stabilité. Alors, on m'avait demandé également mes attentes jeux vidéo pour les prochains mois ou les prochaines années. Il y a le nouveau Forza Motorsport. Voilà, moi, je suis un très grand consommateur de Forza Motorsport depuis les débuts. Donc, je l'attends, bien sûr. J'aimerais un F0 sur Switch, mais les dernières news nous ont dit que malheureusement, il y a peu de chances que ça arrive. Et c'est très dommage, parce que vraiment, j'aimerais vraiment qu'ils sortent une nouvelle édition d'un F0. J'adore la saga F0. Et peut-être un remake de GoldenEye. Ça, par contre, il y en a dans les tuyaux. Donc, peut-être que ça sortira. Et ça serait vraiment bien. À voir pour le côté multi, peut-être le remplacer par un côté multi online, mais ça peut être très intéressant. On m'a demandé également ma perception par rapport au salon ou aux conventions, et est-ce que j'avais pu faire des rencontres. Donc, on m'a jamais invité dans des conventions en tant que guest, en fait, vraiment, mais je désespère pas. Par contre, j'avais pu rencontrer et Conquerax et Kiddy Gamer Boy à une convention à Bourg-en-Bresse. Et cette année, je vais pouvoir y participer en tant que relation presse. Voilà, donc ça va me permettre de faire un vlog et de vous montrer ça sur YouTube, justement. C'est des conventions dans lesquelles il y avait beaucoup de parties rétro gaming et j'avais vraiment adoré ça. J'ai pu rencontrer aussi d'autres streamers à d'autres moments et c'est vrai que c'est toujours intéressant parce que ça permet d'échanger sur le métier et de voir comment chacun voit la chose. Et j'ai également donc Luta qui est devenu vraiment, je pense, un ami et que je vois régulièrement. Donc, comme quoi, voilà, il y a des choses qui se passent sur les réseaux et entre collègues, on peut lier des liens d'amitié comme n'importe quel travail. Il faut vraiment voir Twitch, YouTube comme un travail et donc comme si vous étiez au sein d'une même entreprise. On m'a demandé également combien de temps j'avais mis pour avoir mon setup. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un gros setup, mais j'ai débuté avec un PC d'occasion. J'étais dans un fauteuil devant ma télévision, j'avais pas d'écran d'ordinateur. Et j'utilisais en fait le portable du boulot pour avoir le retour du chat. Voilà.
Et j'ai fait progresser tout ça. En 2 ans, en fait, j'ai acquis au début des lumières, parce qu'au début, pareil, je m'éclairais avec une lampe de chevet. Donc c'était vraiment la débrouille, mais j'ai pu faire mes premières vidéos de YouTube comme ça. Elles ont quand même fait des vues. J'ai pu commencer à débuter sur Twitch comme ça, et j'ai commencé à avoir l'affiliation assez rapidement. Donc comme quoi, c'est pas non plus un frein. Et après, en effet, ça demande quand même beaucoup d'investissement financier. À l'époque, je travaillais, donc je mettais beaucoup de ma paie dedans pour améliorer mes setups. Et on va finir donc pour les questions un petit peu plus personnelles. Il y en avait beaucoup, mais je vais vous y répondre. On m'a demandé quelle anecdote me rendait le plus fier en soirée. Et alors c'était dur de trouver une anecdote en fait, mais en fait c'est mes amis. J'ai des amis dans la vie de tous les jours qui sont très proches et que j'ai depuis mon enfance. Et j'ai vraiment très bien profité de ma jeunesse. On a bien profité ensemble et je les ai toujours. Et ça, je pense que c'est quand même ma plus belle fierté. C'est ça, c'est d'avoir su et pu garder mes amis, même avec la distance de plus jeunes, et de toujours les avoir. On m'a demandé également l'anecdote la plus drôle que je pouvais raconter. Donc, la plus drôle, en fait, c'était par rapport à un de mes voyages en Slovaquie. J'avais déjà expliqué sur Twitch, je suis déjà parti plusieurs fois en Slovaquie parce que j'avais un de mes amis qui faisait son Erasmus là-bas. Et en fait, j'étais accompagné et on est parti donc sans nos bagages parce que l'avion avait un problème d'altimètre. Ils avaient commencé à charger les bagages. Donc, cet avion-là ne pouvait pas décoller parce qu'il avait son problème d'altimètre. Ensuite, on a dû prendre un autre avion. Donc, cet avion, on est parti sans nos bagages. Une fois arrivé là-bas, à Bratislava, on a été à la compagnie aérienne. Ils nous ont dit, normalement, ça vient demain. Le lendemain, on y a été. Les bagages n'étaient toujours pas là. On est retourné à la compagnie aérienne. On a demandé comment ça allait se passer. Et donc, parce que nous, on ne devait pas rester à Bratislava, on devait aller ailleurs. Et donc, ils nous ont dit pas de souci. Ils allaient affréter un taxi pour nous envoyer les bagages. Ce que je trouvais assez fou parce que je crois qu'on avait payé 40 ou 50 € le billet aller-retour. Mais bon. Et donc, j'avais un appareil photo qu'on m'avait prêté avec une banane Lacoste qu'on m'avait prêté. Je prends le bus pour aller là où on devait aller. Je laisse la banane dedans avec l'appareil photo. Voilà. Donc, vous voyez, le début commençait déjà bien. Ensuite, on arrive là-bas. Les bagages arrivent finalement quand même vraiment en taxi, mais j'avais quand même perdu ça, qui était un de mes potes. Et on devait faire ce qu'on appelle le paradis slovaque. Voilà, c'est un endroit là-bas qui est une grosse réserve naturelle. Et en fait, je suis tombé, j'ai arraché tout mon pantalon, mes vêtements. On aurait cru que je m'étais fait attaquer par un ours. Les gens me regardaient tout le temps. Et donc voilà, il y avait cette histoire-là. Et au retour, on arrive en avion, on avait bien nos bagages. Par contre, on devait prendre le métro et donc suicide sur les rames. Donc là, c'est un peu dramatique, j'en suis désolé. Mais par contre, fallait prendre un bus. Et le bus, j'avais jamais vu autant de monde qui voulait prendre un bus en même temps. C'était impossible dans Paris. Et donc, on a dû attendre je ne sais combien de temps que le train ou le métro, je ne sais même plus ce qu'on a pris, puisse se libérer pour pouvoir retourner chez nous. Voilà. Donc, ça a été vraiment, je pense, la pire et en même temps la plus drôle parce que voilà, ça permet de créer des souvenirs et voilà. Alors, on m'a demandé également comment je percevais le côté psychologique par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux et s'il y avait une séparation entre le pro et le perso et les effets sur la chaîne. Donc moi, ce que je me dis, c'est que il faut quand même faire très attention. Les réseaux peuvent être très nocifs. Il faut pas croire que tout le monde est gentil. Voilà, ça reste comme dans la vraie vie. Il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont moins bien. Donc faites quand même attention à ce que vous faites parce qu'il reste des traces également sur les réseaux. Et faites attention aux personnes à qui vous faites confiance. Par exemple, moi, j'ai été stalké. Et voilà, donc la personne avait divulgué des informations personnelles sur moi, sur ma mère, etc., etc. Donc ça a été un peu compliqué. Et à vivre, c'est vraiment pas quelque chose que je souhaite aux gens. Et il y a autre chose, c'est que les gens pensent que tu peux leur répondre tout de suite, directement, et que tu as que ça à faire de leur répondre et que tu es leur ami, voire leur petit ami. Et ça, sur les réseaux, c'est très souvent, très régulier, que ce soit les hommes, les femmes. Alors je pense que les femmes sont encore plus soumises à ça, malheureusement.
mais c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent une relation comme acquise et qui vont trop loin dans la relation qu'on peut avoir entre streamer et youtubeur et donc spectateur. Par exemple, moi, pour le perso, je fais plus apparaître mon nom de famille sur les réseaux. J'ai un Facebook qui est perso, qui reste perso. Voilà, j'ai essayé de différencier tout ça parce que ça m'a porté préjudice dans le passé. Et donc, voilà, faites juste attention à qui vous avez affaire et prenez toujours des pincettes et ne jugez pas trop hâtivement des gens, que ce soit dans le bon ou le mauvais d'ailleurs, mais en tout cas, ne jugez pas trop hâtivement parce que ça peut malgré tout vous coûter cher en termes en termes de psychologie, du côté psychologique en tout cas. On m'a demandé si le fait de me lancer à 100% dans la création de contenu, est-ce que ça me travaillait beaucoup? Donc je suis quand même obligé de vous répondre franchement, oui, ça me travaille beaucoup. J'ai fini mon emploi précédent, j'étais pas spécialement en bon état psychologique. Je me mets beaucoup de pression à chaque fois et j'aime innover et progresser. Et c'est vrai que c'est très dur. C'est un milieu qui est très concurrentiel, que ce soit sur Twitch ou YouTube. Il peut y avoir des choses qui sont dites sur vous qui peuvent être très blessantes à des moments. Et ça, il n'y a que le temps et à vous forger du caractère pour pouvoir encaisser tout ça parce que vous en aurez. Il y aura toujours des détracteurs, il y aura toujours des haters, il y aura toujours des gens qui sont jaloux, etc., etc. Donc, il faut vous blinder contre ça et ne pas en tenir compte. Vous avancez, vous savez où vous allez, et il faut continuer dans cet espace. On m'a demandé si j'avais eu des crushs pour des personnages de jeux vidéo, des animés ou des séries. Alors, on va pas dire des crushs, mais on va dire que j'ai beaucoup aimé Sailor Moon à l'époque, en partie, on va dire, dessin animé, Chun-Li dans la partie jeux vidéo, et dans les séries, Buffy et Scully. C'était vraiment deux femmes que je trouvais... Scully avait vraiment quelque chose un vrai charisme, et je trouve que Buffy aussi, malgré tout, dans son personnage. Et ça a même été dommage, je pense, qu'elle n'a pas été exploitée dans d'autres choses, Sarah Michelle Gellar, parce que je trouvais vraiment qu'elle avait un talent et un charisme qui aurait pu apporter autre chose. Alors, on l'a fait jouer dans plein de choses, qui étaient à chaque fois elle était un petit peu la bébête, alors que je pense qu'elle aurait pu faire beaucoup mieux. Alors, on m'a demandé si j'avais eu des cheveux auparavant. Donc oui, j'avais des photos. Alors bébé, j'avais pas de cheveux du tout, mais plus jeune, oui, j'ai eu des cheveux. Alors, on m'a demandé ce que le stream m'apportait côté personnel. Donc le stream, ça m'apporte vraiment une indépendance et surtout la possibilité de faire ce que je voulais vraiment pour moi. C'est-à-dire que j'ai toujours rêvé d'avoir une indépendance, j'ai toujours voulu faire ce que je voulais et j'en ai jamais eu l'occasion. Et là, je suis dans un élément qui me parle, le jeu vidéo, le rétro gaming, l'émulation, et en plus, je pense que je peux apporter des choses. Je me forme sur des logiciels tels que Premiere Pro, Photoshop, etc. Donc je veux progresser là-dedans et je pense que ça peut m'ouvrir d'autres choses. J'ai quand même une partie de mes études qui est dans le marketing et donc je trouve que j'ai jamais pu vraiment exercer cette passion du marketing que j'avais à l'époque. Là, je peux le faire et en plus, c'est pour moi. Et en plus de ça, ça m'a permis d'être un exutoire et d'améliorer l'image que j'avais de moi. On m'a demandé si j'avais déjà fait une soirée GameCube avec Conquerax. Alors, Conquerax, je vous ai déjà expliqué, c'est quelqu'un avec qui je parle en off. Voilà, je pense qu'on s'entend plutôt bien. Malheureusement, on n'a pas pu faire de soirée GameCube, mais j'ai eu la chance de le rencontrer en IRL. Et franchement, c'est une super personne. Et une rencontre qui était vraiment assez folle parce que moi, à l'époque, j'étais encore plus petit streamer que ça. J'étais encore plus petit youtubeur que ça. Et malgré tout, on a pu échanger pendant toute une journée. On a pu bien discuter. Il m'a fait monter sur scène sur un événement qui était donc le hashtag festival à Bourg-en-Bresse. Et vraiment, c'est quelqu'un de très, très intéressant dans la vie de tous les jours. Alors, on m'a demandé également quel âge j'avais. Parce qu'apparemment, ça vous intrigue. Et donc, je vais avoir 40 ans. Au mois de novembre, voilà. Donc, vous le saurez, je vais avoir 40 ans. On m'a dit que je ne les faisais pas, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il en est, si je l'ai fait ou pas. Mais en tout cas, je vais avoir 40 ans en novembre. Alors, on m'a demandé une question qui je trouve quand même malgré tout intéressante. Et je pense que ça vous travaillait parce qu'elle m'a été posée plusieurs fois.
alors, sous forme différente, mais on m'a demandé si je faisais une différence entre les pauvres et les riches. Moi, il faut savoir que je fais pas de différence. Mes deux grands-parents étaient agriculteurs. J'ai connu même de me laver dans une bassine d'eau chauffée sur un poêle à bois. Donc voilà, j'ai connu d'aller aussi dans les toilettes dehors. J'ai connu des choses qui peuvent me rattacher quand même à la réalité de tous les jours. Mais j'ai aussi connu, et j'ai eu la chance d'avoir un papa qui a eu un petit peu d'argent à une époque, grâce à ces sociétés. Et donc, j'ai pu connaître des restaurants 3 étoiles, j'ai connu des beaux appartements, et j'ai jamais manqué de rien. Voilà, moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'était ça, c'est que j'ai jamais manqué de rien. Même quand mes parents avaient moins d'argent, parce que j'ai connu ma mère, quand mes parents se sont séparés, on allait chez Aldi, on y allait à pied, faire les courses, remonter avec les sacs. Donc, j'ai connu des choses qui étaient moins sympas, mais on n'a jamais manqué de rien. Et ça, c'est vraiment le plus important. Et après, j'estime surtout qu'il faut savoir apprécier les choses, peu importe le niveau. Et moi, je juge jamais personne suivant son niveau. C'est-à-dire que j'estime qu'une personne, elle peut autant avoir en apprendre ou m'en apprendre, peu importe son niveau. Voilà, que vous soyez riche, pauvre, cultivé ou non, je pense qu'on a toujours à échanger et à apprendre l'un de l'autre. On m'a demandé également si c'était pas trop dur de parler devant une caméra et ce qu'il en était par rapport à la timidité. Alors, il faut vous dire qu'au début, si, c'est très difficile de parler devant une caméra, tout seul, comme ça, quand vous êtes chez vous, et de vous dire qu'il y a des gens qui vont vous regarder. Ça, vraiment, en fait, c'est plus ça, c'est de savoir qu'il y a des gens qui vont quand même vous regarder. C'est pas de se filmer en soi qui est le plus difficile. Je pense que c'est surtout la réaction que vont avoir les gens quand ils vont voir la vidéo qui va sortir ou quand vous êtes en live et que vous lancez le show, entre guillemets, directement. Mais malgré tout, moi, ça m'a permis de renforcer l'image que j'avais de moi. Et donc, voilà, avec le temps, on s'améliore et on progresse. Et je trouve ça super intéressant, justement, de voir les premières vidéos et de voir aujourd'hui où j'en suis et demain où j'en serai. Alors, on m'a demandé également en question personnelle, est-ce que je jouais d'un instrument de musique et ce que j'aimais comme musique. Donc, en fait, alors je joue un tout petit peu de guitare, mais sincèrement, j'ai beaucoup perdu. J'avais pris des cours, mais malheureusement, j'ai perdu. Il faudrait peut-être que je m'y remette. Ça peut être intéressant. Et sinon, moi, j'aime beaucoup... En fait, j'aime plein de genres de musique. J'aime quasiment tout, sauf vraiment le gros métal où j'ai un petit peu plus de mal. Mais sinon, j'aime vraiment tout. Je peux écouter du rap, je peux écouter de la dance, je peux écouter de la variété. Vraiment, je suis assez éclectique dans mes choix de musique. Et après, si je devais sortir des genres préférés, je dirais quand même le rap et la dance et l'électro. Voilà, c'est vraiment comme des choses que j'écoute régulièrement. Et après, en artiste préféré, si je devais en citer, ce serait Orelsan déjà. Je pense que voilà, Orelsan est vraiment un artiste qui m'inspire beaucoup et pour qui j'ai vraiment une grande admiration. Et dans un autre registre, Gérald de Palmas, pareil pour les chansons qu'il faisait et la touche qu'il apportait, la sensibilité qu'il avait, je trouvais ça quand même très intéressant dans ses chansons. Et la dernière question qu'on m'a posée, c'est de savoir si on pouvait débuter le stream, même encore maintenant. Oui, vous pouvez débuter, il n'y a pas de souci. Même chose pour YouTube, il n'y a pas de raison. Vous pouvez débuter avec peu de matériel, je l'ai déjà expliqué. J'avais déjà fait des lives également pour vous expliquer le minimum requis. Et si vous avez des besoins là-dedans, n'hésitez pas à me solliciter. Moi, je suis toujours prêt à aider les gens qui veulent se lancer. Donc voilà, on en a fini pour cette FAQ. J'espère que ça t'a plu. Moi, je te fais des gros bisous. À très bientôt, mon mulot. Et encore une fois, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un pouce, voire commenter la vidéo. Ciao, ciao.